Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une figure politique qui suscite à la fois admiration, débat et espoir. Ibrahim Traoré. Depuis son arrivée à la tête du Burkina Faso, il incarne pour beaucoup l'image d'un leader proche de son peuple. Aujourd'hui, nous allons analyser son parcours récent, ses décisions clés et l'impact réel de son leadership sur le quotidien des Burkinabés. Restez jusqu'à la fin. Like et abonne-toi pour ne rien rater. Et nous voulons changer définitivement les mentalités pour que personne ne pense qu'il faut d'abord appartenir à tel parti pour bénéficier d'une route, il faut appartenir à tel parti pour avoir un forage. Non. Tout le monde au Burkina doit bénéficier des bienfaits de la nature du Burkina et du travail du gouvernement. Donc si vous permettez à tout le monde de connaître les détails de ce que vous voulez faire, on peut anticiper sur votre action. Mais nous avons dépeint les gros points pour que les gens puissent comprendre où nous allons. Alors, si vous remarquez, dans le modèle même de gouvernance, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, il y a d'abord l'exemple que les gouvernants doivent donner. Et comme je dis, vous ne pouvez pas être là, une catégorie de Burkinabés, parce qu'on vous a confié des postes. Vous, c'est le choix entre les bons whisky et les bons champagnes. Pendant que des femmes meurent en allant chercher l'eau à la rivière, elles se noient ou quelque chose, ce n'est pas possible. Donc, il y a cette idéologie-là qu'il faut avoir pour pouvoir avoir une société de justice. Tout le monde doit pouvoir avoir accès, par exemple, à l'eau potable. Vous ne pouvez pas, vous, manger comme vous voulez, faire le choix des repas et jeter ce que vous voulez à la poubelle, pendant que d'autres ne peuvent pas avoir un seul repas. C'est ce qui nous a amené à lancer des initiatives dans l'agriculture, par exemple, parce que notre population est en majorité agricole. Mais pendant longtemps, on se rend compte qu'ils sont délaissés. Ce n'est pas nos terres qui sont pauvres, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de travailler. Mais il fallait les donner aussi ce souffle-là, ce qui nous a amené à créer des initiatives. Aujourd'hui, je pense que le plus important pour moi, lorsque vous rentrez dans les campagnes et que vous posez des questions aux cultivateurs, ils peuvent vous dire que franchement, voilà, ils se sentent bien maintenant. Ils cultivent, il a de quoi se nourrir, et le surplus, il le revend généralement à la Sonagest qui paye, qui fait un stock de sécurité. Et lorsque dans certaines zones ou dans certaines périodes, il y a des soucis, ils le ressortent, ils le vendent à prix bien subventionné, accessible de tous. Donc ça, c'est très important. L'idéologie de révolutionner beaucoup de domaines, quand on prend le domaine même des finances publiques, alors on est en train de digitaliser beaucoup de paramètres, avec beaucoup de difficultés parce que les gens n'aiment pas ça. Bientôt, par exemple, on va lancer la facture électronique. Déjà, quand on a émis l'idée, mais beaucoup de grands opérateurs sont opposés à cela. Pourquoi ils ne veulent pas la transparence? Parce qu'on a habitué les gens à la tricherie, à voler. C'est comme une norme. C'est ce qui était installé, donc il faut changer tout ça. Sur le plan des infrastructures et beaucoup de choses, le domaine des marchés publics et tout ce qui va, c'était d'ailleurs le domaine le plus corrompu. Voilà, vous êtes un entrepreneur, vous venez nous voir, on vous donne le marché, vous surfacturez, et après on se donne quelque chose à l'arrière. C'est ça la règle d'or. Et donc quand quelqu'un même vient avec cette idée, vous êtes exclu d'office. On ne vous permet pas. Et si on laissait continuer dans cela, je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir. On ne pourrait pas payer des armes, parce que, comme je l'ai dit, si vous ne faites pas des économies d'échelle, vous ne pouvez pas vous équiper. Vous ne trouverez pas une seule banque dans le monde où vous partirez prendre un prêt pour payer des armes. Ça n'existe pas. C'est avec vos fonds propres que vous pouvez vous équiper. En tout cas, nous, on n'a pas eu cette occasion. Et si quelqu'un en connaît, peut-être qu'on est preneur. Et tout ce qu'on est en train d'acquérir, je vous ai dit une fois le montant, ce sont des milliards de dollars. Hein. Comment on fait? Où on a puisé l'argent? Cet argent était là. Il fallait assainir le domaine des finances, le commerce et tout ce qui va avec. Et le fonctionnement de nos sociétés d'État, vous avez pu remarquer cette année les résultats de 2024 qui sont au-delà. 2025 est encore meilleur que 2024. Je prends le domaine des hydrocarbures, où dès 2023, nous avons fait d'énormes progrès. Avant, c'était des subventions de l'État. Ça veut dire qu'on collectait encore des impôts pour subventionner la société, pour payer le surplus, le manque à gagner et tout ça. Mais maintenant, la société n'est plus dans cette situation. On a épongé toutes les dettes de la société et elle commence à faire des marges. Mais c'est parce qu'il y avait la corruption dans le milieu. Donc il y a tellement de situations, je ne peux pas tout citer. Et donc il faut révolutionner ce domaine aussi par la digitalisation et tout ce qui va avec. L'administration en gros, tout est en train d'être digitalisé pour que les gens n'aient plus accès à l'argent liquide qui circule et que les choses soient transparentes. Vous qui demandez le service, vous savez à quoi ça correspond et vous savez où votre argent part. Les infrastructures, vous êtes témoins aussi, qui sont vraiment un problème crucial. On est en train de révolutionner tout. Donc c'est l'esprit comme ça, de changer de paradigme, faire ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc comprenez ça par cette phrase. Excellence, Monsieur le Président, on est entré dans la révolution progressiste et on y va. Mais il y a cette tranche de la population, le politique,
qui œuvraient avant. Quelle peut être la place donc de ce politique actuellement dans cette révolution? Je ne vais pas être hypocrite encore. Si c'est cette mentalité politique, ils n'ont pas de place dans la révolution. C'est opposé. Regardez comment le Burkinabé était. Puisque pendant 27 ans, bon, plus de 27 ans de règne de Blaise et même le pouvoir du MPP, ça continue dans la même politique. Et cette politique, notre génération est née dedans. Donc on est né et les gens ont grandi avec une mentalité. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir accès à certains services. Ce qu'on appelle les deals. Tout le monde a évolué avec cet esprit de deal, de corruption, de tout. C'est dangereux. Mais c'est la politique qui a mené ça. Puisqu'il y a des entrepreneurs politiques, vous avez entendu parler de ça. Les jeunes qui se lèvent parce qu'ils savent parler, ils savent flatter. Et c'était quoi la politique? C'est quoi la politique en Afrique? Il faut dire la vérité. Quelqu'un qui a l'art de mentir, de tromper, de flatter. Vous voyez tous les vices. Si vous regroupez tous les vices, vous êtes un bon politicien. C'est la réalité. Nous, au village, quand on voit quelqu'un qui est un trompeur, il ne dit pas la vérité, on dit, lui, là, c'est un politicien. C'est comme ça qu'on disait. Donc, il faut que cette mentalité change. Beaucoup ont changé. Beaucoup ont compris, ont changé et marchent avec nous. Maintenant, ceux qui veulent rester dans leur radicalisme politique ancienne, là, ils n'ont pas de place. Ça, on ne va pas se mentir. Sinon, qui ne faisait pas la politique au Burkina? Mais c'est le même peuple. Mais c'est parce qu'on a parlé, ils ont compris, et par les actions, ils voient, ils ont compris, que les gens commencent à changer de mentalité. Et regardez comment le Burkinabé était. Puisque pendant 27 ans, bon, plus de 27 ans de règne de Blaise et même le pouvoir du MPP, ça continue dans la même politique. Et cette politique, notre génération est née dedans. Donc on est né et les gens ont grandi avec une mentalité. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir accès à certains services. Ce qu'on appelle les deals. Tout le monde a évolué avec cet esprit de deal, de corruption, de tout. C'est dangereux. Mais c'est la politique qui a mené ça. Puisqu'il y a des entrepreneurs politiques, vous avez entendu parler de ça. Les jeunes qui se lèvent parce qu'ils savent parler, ils savent flatter. Et c'était quoi la politique? C'est quoi la politique en Afrique? Il faut dire la vérité. Quelqu'un qui a l'art de mentir, de tromper, de flatter. Vous voyez tous les vices. Si vous regroupez tous les vices, vous êtes un bon politicien. C'est la réalité. Nous, au village, quand on voit quelqu'un qui est un trompeur, il ne dit pas la vérité, on dit, lui, là, c'est un politicien. C'est comme ça qu'on disait. Donc, il faut que cette mentalité change. Beaucoup ont changé. Beaucoup ont compris, ont changé et marchent avec nous. Maintenant, ceux qui veulent rester dans leur radicalisme politique ancienne, là, ils n'ont pas de place. Ça, on ne va pas se mentir. Sinon, qui ne faisait pas la politique au Burkina? Mais c'est le même peuple. C'est parce qu'on a parlé, ils ont compris, et par les actions, ils voient, ils ont compris, que les gens commencent à changer de mentalité. Et nous voulons changer définitivement de mentalité pour que personne ne pense qu'il faut d'abord appartenir à tel parti pour bénéficier d'une route, il faut appartenir à tel parti pour avoir un fourrage. Non. Tout le monde au Burkina doit bénéficier des bienfaits de la nature du Burkina et du travail du gouvernement. Donc la politique, moi je disais que la manière de la faire, ça divise. Et ça donne des avantages particuliers à un groupe. Et l'autre groupe n'a pas d'avantage. Donc non, il faut qu'on arrête ça. Donc beaucoup ont changé, beaucoup. Il y en a qui sont dans des postes de responsabilité. On nous interpelle même que non, lui là, il a milité dans tel parti. Je dis aux gens, non, on n'est pas là pour diviser. On est là pour unir. Tant que la personne a compris et veut faire le travail comme on le veut, on le met. Comme il y en a aussi qu'on a responsabilisé à des postes, et 2 mois, 3 mois, vous avez vu qu'on les a cherchés. Parce que s'il vient et qu'il continue de vouloir faire la même chose qu'il faisait, on va te chercher et on va te punir. Donc c'est un changement de mentalité que nous voulons. Tous ceux qui changeront de mentalité sont les bienvenus dans le bateau. Mais si vous voulez continuer à fonctionner comme la politique ancienne, vous n'avez pas de place. Et on va y arriver. Nous avons un programme pour qu'on puisse commencer une certaine éducation patriotique, civique au niveau des plus petits. Et une fois que c'est ancré là-bas, nous avons de bons citoyens demain. La jeunesse aussi, on le fait avec. Les bacheliers, on les a fait rentrer en immersion. Ils avaient peur au début, mais je pense qu'ils ont compris beaucoup de choses. Ils doivent être plus solidaires, humbles. Ils doivent comprendre le Burkina, parce que quelqu'un qui est né, excusez-moi, Ouaga 2000 ici, qui est dans, voilà, il dort dans le lit qu'il veut, il se plaint même que le matelas n'est pas bien, le matin il a le choix du petit déjeuner, ce qu'il veut. À l'immersion, il dort par terre, sur la natte. Il comprendra qu'il y a d'autres Burkinabés qui dorment par terre. À l'immersion, il n'a pas le choix du petit déjeuner. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, il mange ce que les autres mangent. Déjà, dans sa tête, il comprend qu'il y a 2 faces du Burkina Faso. Et j'ai dit à l'immersion de les priver. Il y a des jours où ils auront 2 repas, des jours 1 repas et des jours sans repas. J'espère qu'ils l'ont fait. C'est pour qu'ils comprennent la vie. On est jeunes, mais si on a atteint cet âge et qu'on n'a pas compris qu'il y a plusieurs types de Burkinabés, c'est dangereux. Il faut que
les jeunes comprennent qu'il y en a qui n'arrivent même pas à s'offrir un repas. Et quand lui il va dormir avec la faim, toute une journée il n'a pas mangé, vous croyez que si demain on le confie une responsabilité, il va toujours avoir ça en tête. Ah, si moi je dilapide l'argent et qu'il y en a qui n'ont pas à manger, c'est la conscience qui va le gronder. Donc ce sont des épreuves qu'on les fait faire. C'était 45 jours que j'avais programmé, mais à cause des inscriptions, j'ai dit de faire 30 jours. Mais les prochaines échéances, j'espère qu'on ira à 45 jours. Donc les futurs bacheliers et brevetés doivent se préparer à affronter ça. Et le programme va continuer à s'enrichir, c'était la première expérience. Mais nous espérons pouvoir changer, même les jeunes, leur mentalité.